Chers amis et chères amies, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante dont le thème est le travail, ce travail dans une coopérative. Et donc, ce travail dans une coopérative, nous le verrons avec deux invités. Alors, il me reste maintenant à vous présenter ces deux invités. Nous avons donc Dimitri Lecarte, qui est l'initiateur et le directeur de cette entreprise Café Shorty. Et notre deuxième invité est Benjamin Wautier, qui est le réalisateur du documentaire sur le Café Shorty. Alors, ma première question, Benjamin, va être de vous demander, finalement, vous avez fait ce film pour quelles raisons? Tout d'abord, en tant que protestant et que croyant, on avait envie de montrer d'autres façons de consommer. Et une des façons de consommer, c'est à travers un projet en coopérative, mais aussi dans un circuit court qui permet d'aller directement du producteur au consommateur. Oui, alors on avait déjà eu l'occasion d'aborder le Café Shorty il y a quelques années, au moment où vous avez lancé le projet. Alors, 2 ans et demi ou 3 ans après, qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier? Disons, sur 3 ans de temps, la première fois qu'on est parti au Guatemala, on était parti avec une idée de montrer vraiment l'histoire du café et toute la péripétie du café, mais on s'est rendu compte que leur travail là-bas en coopérative était tellement impressionnant et intéressant à montrer aux gens ici en Europe qu'on a décidé au fur et à mesure de changer un peu le thème du documentaire. Oui, alors Dimitri, vous êtes l'initiateur de ce projet et l'actuel directeur, on pourrait dire. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Et au moment où vous avez créé cette initiative, quel a été le moteur qui vous a finalement poussé à faire ça au Guatemala en plus? Oui, c'est l'aboutissement d'un travail de beaucoup d'années. Je me suis rendu au Guatemala dans un premier temps pour collaborer auprès d'une mission. Et c'est en étant là-bas que j'ai été interpellé par la problématique du café. Et c'est vrai, ce qui m'a poussé, c'est les conditions de vie dans lesquelles vivent les populations de producteurs. Et en fin de compte, le peu de reconnaissance qu'ils ont pour produire un café de qualité. Et c'est pour cela qu'on a développé le modèle coopérative et cherché différents débouchés pour vendre le café. Oui, et donc votre idée, en fait, c'est quand même de partager avec les producteurs sur place un projet qui serait, je dirais, un peu un projet de type social, mais aussi de type éthique, avec une éthique bien particulière. Oui, bien sûr. Mais il y a la première partie du travail a été réalisée sur place. Donc les personnes ont dû s'organiser, ont dû apprendre à produire un bon café, apprendre à le vendre. Mais si on voulait travailler l'éthique et surtout la reconnaissance du produit, il fallait pouvoir communiquer sur ce produit et pouvoir à un moment donné expliquer au consommateur, qui est lui, en fin de compte, la personne qui va prendre la décision de consommer quelque chose de bien, d'équitable, d'éthique, ou de pas le consommer. Donc c'est important de pouvoir mettre en relation le producteur et le consommateur pour que d'un côté, le producteur puisse vendre son produit et vanter les bonnes caractéristiques, et de l'autre côté, que le consommateur puisse trouver un produit de qualité avec une histoire derrière. Vous l'avez dit, c'est un travail de longue haleine. Vous avez déjà travaillé sur ce projet depuis un certain nombre d'années. Plus de 20 ans. Alors, entre ce qui avait été votre rêve au début et puis ce que vous avez maintenant réalisé, quel est votre sentiment? Je pense que le rêve, il s'est construit. Bon, je suis parti, comme je vous l'ai dit, plus dans une optique de vivre une expérience personnelle, d'aller à la rencontre d'une autre culture, de collaborer. Et puis le café a changé un peu la donne. Et puis voilà, j'ai rêvé en même temps que les producteurs sur place. On a analysé cette problématique et on a construit ensemble ce modèle. Et ce rêve, on l'a créé, on l'a eu ensemble, et on commence à voir l'aboutissement de cela ensemble aussi.
Oui, alors nous allons découvrir quelques images que vous avez été tournées au Guatemala. Peut-être un tout petit mot d'introduction sur ce que vous allez nous montrer. Tout à fait. Le documentaire dure 52 minutes. Ici, on va passer les 10 premières minutes. Là, on va vraiment montrer l'importance de travailler en coopérative et aussi l'importance de la qualité du produit. Donc, on va un peu expliquer comment se déroule toute la culture du produit, après jusqu'à la vente ici en Belgique, et surtout expliquer un peu le circuit court, de comprendre la différence entre un circuit commercial traditionnel et un circuit court. Eh bien, nous vous invitons donc à découvrir ce film qui vous présente ce travail concernant le café Shorty. Chaque jour, 2,5 milliards tasses de café sont bues dans le monde. Et peut-être même êtes-vous en train de vous donner du plaisir avec un café bien chaud, tandis que vous regardez ce documentaire. Un produit aussi populaire n'est pas seulement une réussite économique, n'est-ce pas au moment du café que les affaires sont conclues? Pour de nombreuses sociétés, c'est aussi le symbole du rassemblement, du partage et de la solidarité. Deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau, nous voulions enquêter sur l'autre or noir, mais à travers un concept étonnant, l'organisation du travail en coopérative. Nous nous sommes rendus au Guatemala pour rejoindre Dimitri Lecarte, un Belge qui a collaboré à la mise en place de la Cuna Shorty et qui depuis 18 ans continue à lutter pour la défense d'un commerce plus équitable. Nous rencontrons les producteurs de la tribu Shorty, une des 23 ethnies mayas productrices de café. Avec elle, nous remontons le temps pour comprendre l'histoire de l'introduction des plants de café jusqu'au système d'organisation actuel. Ensuite, et avant tout, peut-être serait-il utile de prendre quelques instants à présent pour comprendre le circuit de production du café. La production du café se partage essentiellement en deux catégories. La production d'Arabica et la production de Robusta, qui sont les deux espèces de caféiers exploitées à travers le monde. Le caféier Arabica est un arbre fragile. Dans la région Shorty, il mesure entre 2 mètres et 4 mètres et produit en moyenne 3 kilos de cerises par an. On estime qu'un caféier de cette taille produit l'équivalent d'un paquet de café moulu de 250 grammes. Au Guatemala, les caféiers poussent sur les versants des sols montagneux et volcaniques. Les plantations de caféiers sont associées à des arbres d'ombrage permettant de maintenir la fertilité et l'humidité des sols. Les caféiers Arabica poussent à une altitude comprise entre 800 et 2000 mètres, ce qui implique que les cerises de café sont récoltées manuellement, une à une, en raison de la forte inclinaison des sols qui rend impossible l'accès aux machines. Cette récolte manuelle est appelée picking. La qualité du café n'est pas le seul impact positif de la récolte manuelle. La main-d'œuvre nécessaire pendant les récoltes de cerises de café est importante et permet de faire vivre de nombreuses familles au niveau local. Les producteurs ne disposent que d'un faible nombre de parcelles, leur permettant de générer une production de seulement quelques sacs de café vert. En réduisant la surface des cultures, ils ont pu se focaliser sur la qualité des récoltes. Malgré la précarité dans laquelle les producteurs vivent quotidiennement, le travail en coopérative et la vente en circuit court visent à instaurer un prix plus juste. Des centres de récolte, le café arrive ensuite à la phase du traitement qui permet d'extraire les grains de café des fruits en éliminant la pulpe. Les Shorty utilisent la méthode humide qui consiste à dépulper les cerises de café pour ensuite procéder au lavage des grains. Le gage de qualité Shorty tient dans la rapidité du processus de dépulpage qui a lieu au maximum dans les 5 heures après la récolte des cerises sur les caféiers. Ce procédé unique garantit la fraîcheur et la qualité du café. Les pulpes sont alors récupérées et stockées séparément afin d'être utilisées pour produire du compost.
Les grains de café vert sont ensuite stockés durant 24 à 36 heures pour activer naturellement le processus de fermentation. Après le dépulpage, on obtient le grain de café sous sa forme la plus connue, un ovale fendu en deux. L'étape du lavage permet de le débarrasser de la substance végétale qui le préservait lorsqu'il se trouvait encore sous la forme d'une cerise. Cette matière, appelée mucilage, gonfle au contact de l'eau et produit une substance visqueuse, semblable à de la gélatine. Les grains subissent un dernier lavage durant lequel s'opère un phénomène naturel de gravité où les grains trop mûrs, trop jeunes, ainsi que les éléments parasites comme la poussière, les cailloux ou encore les végétaux indésirables se détachent des grains sains. Les grains récupérés ont alors un taux d'humidité variant de 50 à 60%. Une des dernières étapes consiste à les mettre à sécher au soleil et à les retourner en permanence pour éviter toute formation de moisissure. C'est sur ces dalles de séchage que le café sera surveillé constamment afin de s'assurer que son taux d'humidité atteigne les 12%. Une fois le café shorty séché, les grains sont envoyés à l'usine qui se chargera de les analyser, de les calibrer, puis de les trier. Au Guatemala, la Société nationale de café goûte et torréfie des centaines d'échantillons pour estimer et contrôler leur qualité. C'est le respect de l'ensemble de ces étapes qui va déterminer la qualité du café. Une qualité faite de choix. Le choix des terres à cultiver, peut-être pas les plus simples d'accès, mais donnant le meilleur terreau à leur culture. Le choix des méthodes de récolte manuelle, pour ne sélectionner que les meilleures cerises des caféiers. Le choix de la méthode humide, basée sur différentes techniques de lavage qui confèrent aux grains le meilleur traitement jusqu'à leur séchage naturel en plein soleil, où ils seront alors longuement manipulés pour atteindre le taux d'humidité optimal. Une fois leur qualité contrôlée, les sacs de grains verts de café shorty rejoignent le port de Livingstone pour ensuite être chargés dans un conteneur où ils effectueront le voyage par bateau vers l'Europe et la Belgique. Arrivés à Anvers, les sacs prennent ensuite la route de Dinant pour subir l'ultime étape de la torréfaction. Cette étape est capitale car elle va déterminer le goût que le consommateur retrouvera dans sa tasse. Le torréfacteur est un acteur clé dans l'élaboration d'un café de qualité. C'est par son savoir-faire au moment de la cuisson des grains que le café prendra son caractère, son intensité, son identité. Les sacs sont vidés dans la cuve où les grains de café sont aspirés dans un four cylindrique équipé de pales tournant pendant la torréfaction et d'un refroidisseur qui permet de refroidir le café très rapidement à la sortie du four. Durant les premières minutes, l'humidité résiduelle à la surface des fèves va s'éliminer. À 200 degrés, les fèves commencent à changer de coloration, passant du vert au brun. Le torréfacteur détermine pour chaque café qu'il reçoit le meilleur instant pour ouvrir son four et verser le café directement dans le refroidisseur afin d'en arrêter la cuisson et de stabiliser les arômes. Les grains de café sont ensuite aspirés et dévidés dans les paquets de café bien connus des consommateurs. Une fois emballés, les paquets de café shorty sont confiés à Dimitri, qui gère la vente à l'échelle nationale en sélectionnant les meilleurs points de vente participant à la logique d'un circuit court pour les particuliers, les groupements d'achat et certains commerçants avertis. Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte. Dans un modèle de vente traditionnel, une fois récolté, le producteur vend son café aux acheteurs locaux qui négocient auprès des grossistes régionaux en charge du processus de séchage. Puis le café sera vendu à un exportateur qui à son tour va négocier avec un importateur. Enfin, le café sera vendu à un torréfacteur qui le vendra auprès de différents distributeurs comme les supermarchés ou les magasins spécialisés.
et c'est seulement après que le café pourra être dégusté par le consommateur final. Dans le modèle du circuit court, le producteur apporte son café à la coopérative et reçoit son paiement. La coopérative se charge du séchage et de son exportation en Belgique. Ensuite, la coopérative Shorty belge se charge de le torréfier, puis de le vendre aux magasins spécialisés et auprès du consommateur final. Nous voyageons avec Dimitri dans le pays pour recueillir des témoignages sur le travail en coopérative. Oui, alors, vous êtes un peu extérieur finalement au projet. Alors, ma question, elle est la suivante. Finalement, sur place, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé ou peut-être le plus étonné? Le rapport Nord-Sud est pas dans les deux sens. C'est-à-dire le consommateur ici qui veut consommer différemment, il a un produit de très bonne qualité en sachant qu'il aide les populations là-bas. Ça, on peut le retrouver dans plusieurs formules. Ce qui est super intéressant, c'est l'impact que ça a sur ces gens. Pas simplement le fait qu'ils vendent leur café, etc. Mais les tribus Shorty qu'on voit dans le documentaire sont des tribus un peu des montagnes qui ont souvent été rejetées par la population parce qu'ils sont pauvres. Le fait d'avoir une identité, de se dire producteur, de montrer qu'à l'étranger on vend leur café, ça leur a donné de l'estime de soi. Ça va jusqu'aux autres générations, aux enfants qui voient un avenir dans leur région, qui ne s'en vont pas partout aux États-Unis ou qui s'en vont des campagnes. Ça a un impact incroyable. Donc, l'idée du circuit court et du travail en coopérative a changé leur vie, mais c'est grâce à ce que nous, on consomme ici. Si on ne vend pas de café en Europe, ça n'aboutit pas, le projet n'aboutira pas. Oui, justement. Donc, le travail en coopérative, c'est une chose qui se passe au Guatemala, mais alors il y a tout l'aspect, il faut vendre ce produit ici en Belgique. Alors, dites-nous un peu comment vous procédez et quelle est là aussi la philosophie qui sous-tend votre façon de démarcher. C'est vrai qu'on s'inscrit dans ce qu'on appelle le commerce équitable. C'est là où les personnes comprennent un petit peu la dynamique. Mais la grosse différence pour le café Shorty, c'est que les conditions ont été fixées par le producteur. Donc on ne veut pas, on casse un petit peu cette logique de marché équitable de masse où des grands groupes veulent fixer un prix intéressant pour leur image, pour leurs consommateurs. Ici, c'est le producteur qui a fixé son prix et qui dit, ben voilà, en dessous pour que nous puissions rentabiliser nos cultures, nous puissions investir dans notre développement grâce au café Shorty, nous devons le vendre à un tel prix. Et donc, c'est là vraiment toute l'importance du commerce en circuit court, parce que c'est seulement par la communication, par la transparence, qu'on arrive à faire passer ce message et que le consommateur comprend l'importance. Autant pour un producteur de café en Belgique ou un producteur maraîcher en Belgique, le café au Guatemala qu'un maraîcher en Belgique, on rencontre la même logique. Donc par cette communication entre producteur et consommateur, on arrive à montrer l'importance qu'un produit de qualité a un prix. Et donc par l'expérience, on a vu que cette manière de commercialiser est en train de porter ses fruits. Parce que le consommateur est sensibilisé. Oui, et alors, en fait, l'idée du travail en coopérative, vous l'avez non seulement mis en place au Guatemala, mais vous l'avez en quelque sorte aussi adapté en Belgique pour qu'il y ait véritablement, comme vous le dites, un pont entre celui qui produit et celui qui consomme. Parce que finalement, l'important, c'est aussi d'avoir des consommateurs. Oui, je pense que le but du projet, enfin, on peut même appeler même ça plus qu'un projet, de l'activité, c'est d'un côté venir répondre à la demande du producteur, mais aussi répondre à la demande du consommateur, qui lui cherche de plus en plus à s'assurer que ce qu'il consomme est bon. Donc tout ça nous a vraiment poussé à dire
pourquoi pas un modèle coopératif où tout le monde va se rassembler. Donc on a des populations du sud, du Guatemala, et les populations du nord, et ensemble on construit ce modèle citoyen autour du café Shorty, et chacun s'y retrouve, hein, autant le producteur que le consommateur, et des personnes qui décident à un moment donné de dire, voilà, on va investir, on va acheter des parts pour pouvoir permettre aux producteurs de financer leur récolte, pouvoir faire venir le café en Belgique, le torréfier, tout ça, ça demande aussi pas mal de financement. Et donc, on voit de plus en plus des personnes engagées qui disent pourquoi pas rentrer dans ce modèle. Oui, ça c'est finalement, ça fait aussi partie de votre idée de départ, d'essayer de responsabiliser, de conscientiser tous ceux qui tournent avec vous, oui, pour qu'il y ait véritablement une prise en charge collective ou collégiale. Exactement, il y a vraiment une partie de sensibilisation importante, mais la règle, c'est la transparence, c'est la confiance, la communication. S'il n'y a pas ça, je veux dire, je me rappelle au Guatemala qu'on a commencé avec le modèle coopératif. S'il n'y a pas la transparence, l'organisation, la communication, on ne va pas très loin. Donc ici en Belgique, c'est ça qu'il faut construire. Et ça prendra, ce n'est pas parce qu'on est en Belgique que ça va aller plus vite qu'au Guatemala. Je pense que c'est un processus qui demande du temps, mais surtout de l'engagement. Et grâce à Dieu, on voit quand même que l'engagement grandit très vite, parce qu'on est aussi dans une époque où le consommateur cherche vraiment à s'intéresser. Et c'est vraiment une vague croissante. On voit les personnes veulent savoir ce qu'il y a derrière la tasse, autant au niveau social qu'au niveau économique. Son geste a une répercussion. Oui, je voulais vous poser simplement une question sur le processus de finalisation. Finalement, pourquoi est-ce que vous torréfiez en Belgique et pas sur place? Il y a une partie qui se doit essentiellement à ce que chaque pays adopte sa torréfaction, on va le dire. Hein. Parfois, c'est même par région. Il y a des régions qui préfèrent des torréfactions plus fortes, moins fortes. Et donc, c'est important de pouvoir aussi travailler, ne pas vouloir tout faire avec la coopérative. Je crois que chacun a son travail, ils produisent très bien, mais il faut pouvoir aussi travailler avec des personnes dont la profession et la torréfaction. Ici, on travaille avec une famille à Dinan qui ont plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la torréfaction artisanale. Mais c'est aussi ce qu'on prétend en tant que coopérative Café Shorty, c'est que l'activité génère aussi du travail et génère quelque chose en Belgique. Hein. Donc, on ne veut pas déplacer les responsabilités. Et pour le producteur, c'est une fierté aussi de pouvoir confier le café vert à un spécialiste de la torréfaction, tout en sachant que son travail va donner une valeur au produit final. Oui, finalement, il y a un point qui est important aussi et qu'on n'a peut-être pas encore abordé de façon très précise, c'est est-ce que ça ne sous-entend pas aussi qu'on doit, à la limite, aller jusqu'à changer nos modes de consommation ou notre rapport à la consommation? Ce qu'on trouve intéressant, enfin, ce qui m'a vraiment plu dans ce nouveau projet de coopérative ici en Belgique, parce que c'est un peu la suite, c'est que c'est la première fois, en tout cas, que le consommateur a des comptes à rendre aussi aux petits producteurs. Souvent, le commerce équitable, les labels, etc., disent aux producteurs « tu dois faire bio, tu dois ceci ». Donc, il a beaucoup de cahiers des charges. Mais une fois que le café est ici, le petit producteur, il ne sait pas les marges qu'il y a sur son café ou il ne sait pas. Ici, on a voulu être complètement transparent. Donc, on responsabilise aussi le consommateur à rendre des comptes. Si le consommateur dit « ton café, il est trop cher », on dit oh, « mais là-bas, ils le savent qu'on va le vendre plus cher ou moins cher ». Donc, le fait de changer de mode de consommation est un des points cruciaux pour moi. Un des points intéressants aussi, c'est que ce n'est pas un projet qui est un one-shot. C'est un projet qu'on veut faire durable. Ça veut dire qu'on ne met pas comme dans une œuvre, on donne, on donne, on donne. Non, ici, celui qui donne en Belgique, il a une part dans la coopérative et ces parts sont rentabilisées, il y a un bénéfice dessus et elles sont investies dans un projet. Donc c'est vraiment une autre façon de consommer
en responsabilisant les deux côtés de la chaîne. Est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement parce que la collaboration fonctionne que ça peut avoir une pérennité, il peut y avoir une pérennité dans le projet? Oui, bien sûr, parce qu'on parle, quand on dit commerce équitable, on pense toujours à de l'argent, au commerce, mais avant tout, comme disait Benjamin, ce travail permet vraiment de garantir un engagement sur place. J'en rigole, mais on en parle souvent avec mon épouse et on se dit, on n'a jamais eu autant d'engagement de la part des producteurs au Guatemala depuis que, en fait, quand je suis revenu en Belgique. Donc ça peut être un peu frustrant, mais non, ça nous montre bien que le fait d'apporter quelque chose de plus, de valoriser le produit, donne un meilleur engagement de la part des coopérateurs au Guatemala. Et eux, c'est vraiment une fierté de pouvoir dire, nous vendons notre café en Belgique, et donc nous vendons un produit fini, et ça apporte de la responsabilité, et on voit l'organisation au Guatemala qui se fortifie sans cesse, et des personnes maintenant qui vraiment s'assument comme producteurs, exportateurs, mais au niveau, comme on l'a dit, au niveau personnel, c'est en fin de compte le plus important, c'est l'auto-estime. Hein. Je pense que si je dois vraiment dire quel objectif ultime on recherche, c'est ça, c'est avant tout l'aspect humain. Le financier, voilà, c'est un outil, mais vraiment l'essentiel, c'est l'aspect humain, quoi. Oui, et l'investissement humain fait que, effectivement, il y a une passerelle entre celui qui consomme et celui qui produit, alors. Oui, tout à fait. Je pense que c'est obligatoire pour cet aspect aussi de transparence, le fait que toute la chaîne est vérifiée, mais aussi publiée, mais aussi expliquée à chaque opérateur. Ça donne une clarté, c'est une des façons pour laquelle ça marche, la confiance et la transparence. Et au niveau de la coopérative, on met aussi tout en œuvre pour qu'il y ait vraiment cette relation producteur-consommateur. Il y a des consommateurs qui décident d'aller aussi sur place, voir comment ça se passe. Mais tout ça, on essaie de le faciliter parce qu'on est convaincu que le changement passe par là. Oui, et donc, comme je disais, en fait, ça nécessite de notre côté, à nous occidentaux, d'avoir quand même une approche beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus pointue de la chose. Oui, et c'est sûr et de consommer autrement, quoi. Oui, à l'heure actuelle, c'est pas facile du tout parce qu'on est quand même dans une époque où ce qu'on recherche, nos valeurs, parfois sont orientées vers d'autres choses que sur la consommation alimentaire. Et c'est vraiment, le défi est vraiment là. C'est de pouvoir, peut-être à un moment donné, mettre beaucoup d'importance sur ça, changer nos priorités de consommation. Et c'est là où se passe notre travail, hein, pour l'instant. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour votre participation à cette émission de Présence protestante. Et il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions.